Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. La Belgique, troisième escale du guichet unique mobile, ouverte et informative, l'expérience fait recette à l'écoute des Marocains du monde. Le journal de la CAN 2019, retour sur les temps forts des matchs d'hier. À l'affiche, 4 sélections filent en demi-finale. L'Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Sénégal. À l'Académie Masterclass, une première affaire. La musique classique résonnera 10 jours durant dans de nombreux espaces de la cité spirituelle. De belles rencontres musicales et humaines en perspective. On commence par les couleurs du ciel. Une vague de chaleur touche plusieurs régions du pays, le sud, l'est et le sud-est jusqu'à lundi prochain. Les températures sont de 41 à 44 degrés à Figui, Grachidia, Tata et Zagora. Des températures similaires seront enregistrées à Ousserd ou à Dahab. Et puis le mercure affichera des valeurs de 39 à 42 degrés à Boulmen, Gressiv, Jarada, Assazag et Ouarzazate. Et par le temps qu'il fait, c'est vers le Grand Bleu que l'on se dirige. C'est la ruée sur les plages, dont certaines arborent fièrement le label pavillon bleu. La plage Ain Dalia à Tanger en est une, un site balnéaire au charme sauvage, réputé pour sa propreté, pour la qualité de ses eaux de baignade, la sécurité, l'hygiène et les accessibilités pour les personnes à besoins spécifiques, ce qui lui a valu l'obtention du label pavillon bleu. On y trouve même une bibliothèque avec banc de lecture pour jeunes et moins jeunes, en plus de divers ateliers d'activités ludiques. Direction Casablanca et cette action humanitaire, fruit d'une coopération maroco-saoudienne, une compagnie médicale bénévole de chirurgie à cœur ouvert et cathétérisme cardiaque pour enfants est lancée à l'initiative du centre Roi Salman d'aide humanitaire et de secours. La campagne est la première du genre au Maroc, menée par le centre saoudien. Le reportage à Casablanca est signé Sarah Katir. Des interventions de chirurgie cardiaque et pédiatrique sont au programme de la mission humanitaire saoudienne organisée par le Centre du Roi Salman en collaboration avec le ministère de la Santé et le CHU Ibn Rushd à Casablanca. Cette 8e édition comptera 80 opérations à cœur ouvert et autant de cathétérisme cardiaque effectués par des spécialistes en cardiopathie congénitale. Jusqu'à présent, on a effectué 23 opérations à cœur ouvert, 32 cathétérismes cardiaques. Toutes ces opérations seront des réussites et tous les patients sont en cours de rétablissement. Ces opérations ont nécessité des moyens importants qu'on a pu avoir grâce à la coopération de l'équipe marocaine. Et ce sont des opérations compliquées et onéreuses qui nécessitent un haut niveau d'expertise. Et c'est grâce à cette mission que ces patients démunis retrouveront un cœur sain et une vie normale. Ma sœur était suivie pour une cardiopathie et elle était sur la liste d'attente pour l'opération. Dieu merci, grâce à cette mission, elle a pu faire son opération gratuitement. Ma fille a subi une opération à cœur ouvert et souffrait d'une malformation congénitale. Pour l'instant, elle va bien, sans complications post-opératoires. Au Maroc, la cardiopathie congénitale est la plus fréquente des malformations fœtales et représente une des premières causes de mortalité infantile dans notre pays. À l'écoute des Marocains du monde, le guichet unique mobile lancé par le ministère de tutelle fait escale en Belgique. 3e escale européenne de cette opération de proximité. Le programme accompagne les Marocains résidant à Liège et Anvers dans les différentes démarches administratives et apporte des réponses adéquates à leurs préoccupations. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Khadija Zaroual et Rachid Latabi, avec un commentaire de Mohamed El-Shkar. Ici, les services du ministère de la Justice. Là, ceux du ministère délégué chargé des MRE et des affaires de la migration. Ou encore, dans ce poste, le représentant de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale.
Ce matin, nous avons reçu une dizaine de citoyens, notamment des personnes qui avaient déjà cumulé dans le passé des heures de travail au Maroc et qui s'informent sur une éventuelle prime de retraite. Bref, dans un même espace, divers services, et c'est le principe même du guichet unique. Nous avons été bien reçus. J'espère que ce guichet unique permettra de répondre aux différentes demandes administratives. Nous avons des dossiers relatifs à diverses questions administratives et juridiques qui nécessitent d'être réglés dans les plus brefs délais. L'idée est de rapprocher l'administration des Marocains du monde, ce qui leur permettra un précieux gain de temps, notamment durant leurs vacances estivales au Maroc, dont ils pourront profiter alors pleinement. En fait, je suis ici parce que quand on a des problèmes au Maroc, nous on a grandi ici, donc on ne sait pas vers quel service se tourner. C'est pour ça que je suis venue ce matin. Ce guichet unique mobile sillonne divers pays européens d'accueil des MRE depuis début mai dernier, en multipliant les escales, notamment au niveau des villes abritant des consulats généraux du Royaume du Maroc. On jette un coup d'œil sur ce qui fait la une à l'international. Au moins 4 morts et 33 blessés dans un attentat à la voiture piégée dans un cimetière de Benghazi, en Libye, au cours des obsèques d'un ancien officier de l'armée. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Bastion de la révolution libyenne, Benghazi a été particulièrement touché par des violences, visant notamment des représentants diplomatiques et les forces de sécurité. Focus sur le quotidien éprouvant d'une famille palestinienne en Cisjordanie à cause du mur de séparation érigé par Israël. La famille est cloîtrée dans sa maison, encerclée par un grillage. Le père de famille a porté l'affaire devant les tribunaux. Un accord avait été trouvé depuis 2016 qui oblige la famille à rester dans sa maison et à non sortir qu'en empruntant un tunnel sous la barrière. Zakaria Mokambila. Sur une colline en face d'une colonie israélienne, vit la famille palestinienne Hajajla. Leur problème débute avec la construction du mur dans les environs en 2010. Leur maison est séparée du village palestinien d'Al Wallaja par un grillage. Je ne peux inviter personne. Le moindre visiteur a besoin du feu vert de la sécurité israélienne 48 heures à l'avance. Nos amis ne viennent plus nous voir. Nous vivons dans l'isolement. En 2016, un accord est conclu. La famille restera dans sa maison mais ne pourra en sortir qu'en empruntant un tunnel situé sous la barrière pour rejoindre un portail de 5 mètres de haut. Le portail est tout le temps fermé, ce qui cause davantage de difficultés. Mon fils Mohamed n'a pas d'amis avec qui jouer. Il joue seul avec son téléphone ou bien il passe son temps à regarder la télévision. En 2002, lors de la seconde intifada, Israël avait entrepris la construction d'un mur isolant la Cisjordanie occupée d'Al-Quds. Pont de béton, clôture électronique, barbelée, cette clôture est achevée aux 2/3 et isole près de 10% des territoires palestiniens. Au Yémen, les enfants payent le lourd tribut de l'épidémie du choléra. Depuis le début de l'année, plus de 460 000 cas ont été recensés, dont la moitié sont des enfants de moins de 15 ans. Des centaines ont péri, faute de traitement, ou parce qu'ils étaient trop faibles ou mal nourris. C'est le destin tragique de Brahim Wahib, 7 ans, décédé du choléra. Souad Anachet. Ibrahim Wahib, 7 ans, dans les bras de sa mère, dans un état critique. Le choléra a eu le temps de faire ses ravages dans le corps amaigri de l'enfant. Les médecins ont pourtant tout entrepris. Ibrahim Wahib succombe à l'épidémie à l'hôpital de Sanaa. Sa mère est inconsolable. Il y a 2 jours, nous l'avons emmené à l'hôpital car son cas s'est brutalement aggravé. Ça m'a brisé le cœur. Nous avons tout entrepris pour le sauver. Mais nous manquons de tout. Ce décès vient aggraver le nombre des morts dus à l'épidémie. 705 ont été recensés depuis janvier dernier. Des centaines ont péri faute de traitement ou parce qu'ils étaient trop faibles ou malnutris. Nous recevons des centaines de cas tous les jours, de 200 à 250 cas par jour. Nous arrivons à notre 4e vague de choléra. Le Yémen
pays en guerre depuis 5 ans est frappé de plein fouet par une épidémie de choléra. Plus de 460 000 cas ont été recensés depuis le début de l'année, dont la moitié sont des enfants de moins de 15 ans. Un cortège funèbre qui continue d'endeuiller des milliers de familles yéménites. À présent, les échos de la CAN 2019 et c'est Bouker Mlavriski nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bouker. Bonsoir Imen. Finalement, au bout du suspense et de la séance de tir au but, c'est les Algériens qui se sont imposés face aux Ivoiriens. Ils atteignent les demi-finales. C'est la délivrance pour les Fennecs qui vont affronter les Super Eagles du Nigeria. Alors c'était l'une des peut-être des plus belles rencontres de cette Coupe d'Afrique, bien entendu, Algérie Côte d'Ivoire au bout du suspense. Donc l'Algérie prend le dessus sur la Côte d'Ivoire. Les Fennecs se sont imposés à l'issue de la séance des tirs au but 4-3. Le match s'étant soldé sur le score après prolongation, sur le score de 1 but partout. Les Fennecs ont ouvert le score dès la 20e minute du jeu sur un but de Soufiane Figouli. En seconde période, les hommes de Djamel Belmadi auraient pu doubler la mise sur un penalty manqué à la 48e minute de jeu, Imen, par Berded Boujenjah à la 62e minute. Les Ivoiriens ont égalisé par le biais de Jonathan Kodja, envoyant donc les deux sélections en prolongation. Écoutons les déclarations d'après-match du joueur ivoirien Franck Ekessi et algérien Soufiane Figouli. Très fier de faire partie de cette équipe, c'est gros. Voilà, les coachs, les intendants, ils nous mettent dans les meilleures conditions. Merci à tous les supporters qui sont venus d'Algérie nous supporter. Je suis vraiment très heureux. On a fait un gros match dans l'ensemble. Et après, on perd au tir au but. Si on avait perdu dans le match, on allait encore plus dessus. Mais quand on a perdu au tir au but, c'est comme si au tir au but, c'est 50-50, c'est 50-50. Donc, je félicite l'équipe d'Algérie et bonne chance à eux pour la suite. Et les Tunisiens brisent le rêve des Malgaches. Les Aigles de Carthage se sont imposés 3-0 face à une vaillante équipe de Madagascar, il faut le dire. Ils se qualifient à leur tour pour les demi-finales, Bouker. Effectivement, c'était plus facile pour les Tunisiens face à une équipe malgache des plus courageuses depuis le début de la compétition. La sélection tunisienne s'est qualifiée donc pour ces demi-finales après avoir battu 3-0 Madagascar. Les Aigles de Carthage ont ouvert le score à la 52e minute du jeu sur un but de Ferjani Sassi avant que le capitaine de l'équipe, Youssef Msakni, ne double la mise quelques minutes après. À la 60e, Naïm Sliti scelle le score du match dans le temps additionnel, offrant donc Imen la qualification aux siens au terme d'une rencontre, il faut le dire, dominée par les hommes d'Alain Giresse. La sélection tunisienne affrontera dimanche le Sénégal. Écoutons le joueur malgache anissé tunisien Ferjani Sassi. On se retrouve une nouvelle fois en demi-finale. C'était notre premier objectif. Toute l'équipe est à féliciter. On a fait un grand match. Je suis triste de cette élimination. Nous avons perdu en quart de finale. Après tout ce que nous avons réussi, nous aurions pu aller plus loin, mais c'est cela le foot. Alors Bouker, les quarts de finale viennent de se terminer. 2 matchs attendus en demi-finale, Sénégal-Tunisie et Algérie-Nigeria. 2 matchs pour les demi-finales, bien sûr, avec 2 jours de repos, aujourd'hui et demain pour les joueurs. Dimanche, donc, à 17h, nous aurons Sénégal-Tunisie. Et puis, toujours dimanche, à 20h, cette fois-ci, l'Algérie affronte le Nigeria. Et comme d'habitude, on finit par la rubrique consacrée aux expressions du ballon rond. Que retient-on aujourd'hui, Bouker? Alors aujourd'hui, un joueur qui aime bien tricoter. Alors tricoter, c'est un petit peu facile à deviner. C'est un joueur qui fait des feintes avec le ballon au pied, dribble ses adversaires. Ça donne l'impression de l'effet de voilà. Alors le deuxième, il a mangé la feuille du match. Là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est un attaquant qui a raté un but pourtant facile. On dit qu'il a mangé la feuille du match. Et puis le troisième, dévissé, se dit d'un joueur qui manque
complètement sa frappe au but ou sa passe à un coéquipier. Ça s'appelle un joueur qui a dévissé. Voilà, ce sont les trois termes du jargon footballistique aujourd'hui pour ce soir. C'est toujours instructif, Boufkel. Merci beaucoup. On vous retrouve demain. À demain. Après 2 belles éditions à Rabat, les masterclass de l'Académie sont en résidence à l'Institut Jamaï de musique et d'art chorégraphique de Fès. Pour la première fois, la capitale spirituelle accueille un festival de musique classique, une initiative de la violoniste et première chef d'attaque à l'Opéra de Berlin, Mounia Resqalla. 10 jours de fête pour l'amour et le partage musical et humain. Mustafa Zahiri et Zakaria Moukambillah. Une nouvelle journée de travail et de plaisir commence pour la violoniste Mounia Resqalla. Dans ce conservatoire de musique de Fès, elle encadre des dizaines de jeunes instrumentistes. Ces musiciens sont issus de différentes villes. Ils expérimentent l'exigence des cours intensifs. Pour l'initiatrice du projet l'Academia, il est indispensable de partager son savoir-faire avec les jeunes de son pays d'origine. Après 2 prix de musique de chambre et de violon, je suis allée donc poursuivre mes études en Pologne, à Varsovie. Et de là, j'ai pris mon envol pour Berlin, la ville de prédilection de mon papa qui me disait déjà à l'âge de 7-8 ans, la ville en fait de la musique classique, le cœur de la musique classique, tout ça se trouve à Berlin. Partage, échange et interaction. La formation est assurée par 6 musiciens de l'Opéra de Berlin. Les étudiants ont été sélectionnés pour leur qualité musicale et leur assiduité. Dans cet orchestre, ils développent leur technique et s'initient à l'activité professionnelle. Au mois de décembre dernier, j'ai entrepris une tournée des conservatoires du Maroc et je suis allée donc dans 12 villes différentes du Maroc et nous avons recruté les musiciens qui avaient vraiment envie de participer à ce projet et des musiciens talentueux du Maroc. Dix jours durant, ces jeunes musiciens ont l'occasion d'apprendre auprès d'artistes de renom. Un festival de musique classique est organisé à Fès. Dans le cadre d'une caravane musicale, des spectacles de musique classique sont proposés dans la ville, tout au long de l'organisation de l'Academia. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. L'info est de retour à 21h en arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.